Donc bonjour à toutes et à tous. Déjà, bienvenue dans cette assemblée représentative et un immense merci, je pense qu'on peut les applaudir, à celles et ceux qui ont œuvré pour que cette assemblée représentative puisse se tenir dans ces conditions. J'en profite au nom du groupe parlementaire et du mouvement pour vous remercier, vous, infiniment, et à travers vous, l'ensemble des militants et des militantes, car toutes les victoires que nous arrachons, tout ce que nous arrachons, c'est aussi grâce aux militantes, aux militants qui, partout dans le pays, font le travail pour continuer de diffuser nos idées avec la conscience aiguë que nous ne faisons pas de la politique pour nous-mêmes, mais pour toutes celles et ceux qui comptent sur nous et pour toutes celles et ceux qui en ont tant besoin. Oui, personne ici n'est égoïste et les intérêts que nous défendons ne sont pas différents de celles et ceux que nous défendons. Nous pouvons d'abord, je dois dire, en ce moment, être fiers de ce que nous avons accompli collectivement, car pour la première fois depuis 62 ans, pour la première fois depuis 1962, un gouvernement a été renversé, et ce gouvernement a été renversé par notre motion du nouveau Front populaire insoumise. Oui, Barnier et son gouvernement sont tombés, et contrairement à ce que voudraient nous faire croire les démagogues de peur qui nous expliqueraient qu'après Barnier, le soleil ne se lèverait plus, nous en sommes soulagés. Soulagés comme le sont les fonctionnaires qui n'auront pas 3 jours de carence avec le budget austéritaire que proposait Barnier, soulagés comme les retraités qui verront l'ensemble de leur pension indexée, soulagés comme les apprentis qui ne paieront pas la CSG, soulagés comme les soignants qui ne verront pas 600 millions d'euros enlevés à l'hôpital public et aux EHPAD, soulagés comme les enseignants qui verront les 4000 postes de professeurs conservés, soulagés surtout comme les millions de nos concitoyens qui n'en pouvaient plus de se faire insulter par un ministre de l'Intérieur qui, comme au temps de Vichy, parle de français de papier, de belles heures de la colonisation ou de régression vers les origines ethniques en parlant des jeunes des quartiers populaires. Oui, nous sommes fiers de ce que nous avons accompli collectivement et notre action insoumise a été déterminante pour faire chuter ce gouvernement illégitime et le budget le plus violent socialement et écologiquement de la Ve République. Alors, nous avons réussi en 3 mois à accrocher 2 nouvelles médailles à l'autocrate Macron avec 2 nouveaux records qui ont été franchis en 3 mois. D'abord, Emmanuel Macron est le premier président de toute l'histoire de la Ve République avec une procédure de destitution lancée contre lui. Ensuite, le gouvernement Barnier est le gouvernement le plus éphémère de l'histoire, là aussi, de la Ve République. Alors, il se trouve que maintenant, nous avons un autre candidat pour un passage peut-être encore plus court à Matignon, qui tente de battre ce record, c'est M. Bayrou, vous l'avez vu. Alors, M. Bayrou, qui a une forme d'expérience qu'il faut lui reconnaître, puisque M. Bayrou a été pendant 4 ans haut commissaire au plan, et il se trouve qu'il a beaucoup travaillé au commissariat au plan, puisque lorsque vous regardez entre juillet 2024 et décembre 2024, il a produit exactement 0 rapport. Quand on regarde de manière un peu plus large, entre janvier 2024 et décembre 2024, il a produit 1 rapport. Et donc, il a une forme d'expérience, de planification, de l'inaction, avec un grand démocrate, puisque M. Bayrou est celui qui a non seulement soutenu le passage en force de la retraite à 64 ans, mais qui a trouvé tout à fait fondé et justifié que les macronistes et le gouvernement fassent de l'obstruction lors de notre dernière niche parlementaire pour empêcher le vote pour abroger la retraite à 64 ans, ce que nous gagnerons, c'est une évidence. Mais M. Bayrou, c'est celui aussi qui pense que le chômage est un choix de vie. M. Bayrou est celui qui défendait déjà 50 milliards d'euros d'économies pour casser la sécurité sociale, casser les services publics. C'est celui qui s'est opposé à l'inscription de l'IVG et de l'avortement dans la Constitution, que nous avons gagné, nous. C'est celui aussi qui, donc, est tout indiqué pour être un Premier ministre, pour usurper le pouvoir. Et je le dis, puisque, comme d'habitude, M. Bayrou ne va pas demander un vote de confiance, et que dans toute démocratie, c'est le vote de confiance qui permet de savoir qui est dans l'opposition et qui soutient le gouvernement, eh bien, nous censurerons M. Bayrou, et ceux qui ne voteront pas la motion de censure seront de fait des soutiens de ce gouvernement. Alors, il y a une chose intéressante quand même chez M. Bayrou. C'est ce qu'il disait de M. Macron en 2017. Il disait en 2017, derrière cet hologramme, en parlant d'Emmanuel Macron, il y a une tentative qui a déjà été faite plusieurs fois de très grands intérêts financiers
qui ne se contentent pas d'avoir du pouvoir économique, ils veulent avoir le pouvoir politique. Et ils continuent en disant « ça ne marchera pas ». Alors effectivement, ça ne marche pas, puisque vous avez 1000 milliards de dettes qui ont été créées par Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs, donc ils ont beau jeu de nous faire la leçon derrière, 300 plans de licenciement actuels avec 300 000 emplois qui seraient détruits en 2025, un plan de licenciement silencieux avec un record de défaillances d'entreprises, avec 66 000 défaillances d'entreprises, souvent à immense majorité des très petites entreprises de moins de 11 salariés et même à une immense majorité de moins de 3 salariés, par exemple des boulangeries qui ferment un peu partout dans le pays, des services publics qui ont été complètement démantelés, c'est 1500 écoles qui ont été fermées depuis 2017 dans l'éducation nationale, l'hôpital public qui est à terre, c'est 45 000 lits qui ont été fermés en 20 ans dans l'hôpital public. Et dans la 7e puissance économique au monde, les idées suicidaires chez les jeunes qui ont été doublées en 10 ans, un nombre de personnes sans abri jamais atteint, notamment un record d'enfants sans abri qui se retrouvent à la rue, 10% des bénéficiaires des restos du cœur qui ont moins de 3 ans, et un Français sur 3 qui dit régulièrement se priver de repas pour pouvoir nourrir ses enfants. Quant à Emmanuel Macron, qui a été 2 fois condamné pour inaction climatique, la France vient d'entrer officiellement dans les 169 pays touchés par la désertification, preuve que le seul écosystème compatible avec la vie humaine est aujourd'hui en danger. Donc effectivement, ça ne marche pas, et nous sommes dans un moment où tout le monde comprend que le responsable de ce chaos a un nom, et que le responsable de ce chaos s'appelle Emmanuel Macron. Nous ne sommes pas, nous les Insoumis, les seuls à demander la démission du président de la République. Je veux que vous compreniez dans quel moment nous sommes. Comprenez que lorsque vous avez le président de l'Association des maires de France, David Lisnard, qui dit « oui, Emmanuel Macron va devoir partir », lorsque vous avez Charles de Courson, rapporteur général du budget, lorsque vous avez Hervé Morin, qui a une députée dans le groupe Horizon, donc dans les rangs macronistes, lorsque vous avez Jean-François Copé, qui disent tous qu'une présidentielle anticipée est inéluctable, car Emmanuel Macron va devoir s'en aller, alors c'est que quelque chose est en train de grandir dans le pays, et c'est notamment grâce aux Insoumis. Quand vous avez 2 sondages qui donnent successivement 63 et 64% des Français favorables à la démission d'Emmanuel Macron, cela montre que oui, nous avons eu raison dès cet été avec Jean-Luc Mélenchon de demander la destitution du président de la République. Et c'est déjà une défaite majeure pour le président de la République d'avoir dû répondre à cette question lors de l'allocution qu'il a fait jeudi dernier, où certes il a dit « je serai président jusqu'à la dernière seconde de mon mandat », mais rien que le fait qu'il doive répondre à cette question est une preuve de la faiblesse et de l'isolement dans lequel il est. Alors, vous n'avez qu'à calculer 30 mois, c'est ce qu'il reste pour le mandat normalement du président Emmanuel Macron. 30 mois, ça veut dire qu'il doit user au moins 10 Bayrou et 10 Barnier, donc il faut imaginer, et encore il faut qu'il tienne 3 mois, ce qui n'est pas du tout sûr, avec déjà 4 premiers ministres en 1 an. Donc oui, Emmanuel Macron doit s'en aller, et Bayrou, qui est probablement le premier des macronistes, sera aussi le dernier. Alors, certains expliquent que nous serions obnubilés par les présidentielles. Nous ne sommes pas obnubilés par les présidentielles, quoique nous sommes obnubilés par le fait de changer la vie des gens et des millions de gens de ce pays. Mais nous défendons, en faisant cela, un principe. Et ce principe est celui du respect démocratique, du respect du suffrage universel contre ceux qui ont décidé de la fin du projet démocratique. Oui, depuis la Grande Révolution, depuis la Révolution française, la République ne tolère aucun monarque et encore moins de monarque absolu. Et en République et en démocratie, le seul souverain, c'est le peuple. Alors, oui, nous défendons un principe quand nous disons que la démocratie ne peut pas être gouvernée par ceux qui ont perdu par 3 fois les élections. Et nous avons eu raison de ne pas aller à l'Élysée au moment où Emmanuel Macron ne proposait pas je ne sais quelle discussion, mais proposait de discuter sur un gouvernement d'union nationale. D'abord parce que nous sommes fidèles, et nous resterons toujours fidèles, à la promesse faite aux électeurs et aux électrices, sur le programme sur lequel ont été élus les 193 députés du Nouveau Front populaire, et que nous disons qu'il est absolument impossible d'aller gouverner ou aider de quelque manière que ce soit ceux qui ont fait passer de force la retraite à 64 ans, quand nous voulons l'abroger et que nous irons même jusqu'à la retraite à 60 ans. Qu'il est impossible de gouverner
avec ceux qui ont supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune quand nous voulons le rétablir et nous le rétablirons. De même qu'il est impossible d'aller gouverner avec ceux qui ont refusé obstinément depuis des années d'augmenter les salaires dans ce pays alors que nous en avons tant besoin, rien que pour relancer la consommation populaire. Oui, il est hors de question, et c'est ce que nous avons affirmé en refusant d'aller à l'Élysée, de laisser la politique macroniste continuer de quelque manière que ce soit. La démocratie n'est pas le consensus, et je veux surtout vous alerter sur un problème particulier. Lorsque vous faites des grandes coalitions, des gouvernements d'intérêt général, comme dit abusément le président de la République, eh bien, c'est la meilleure manière de faire augmenter l'extrême droite dans ce pays. Vous n'avez qu'à voir en Italie. En 2013, les sociaux-démocrates décident de gouverner avec Berlusconi et le centre-droit. Conséquence, Fratelli d'Italia passe de 2% en 2013 à 26% des voix en 2022. En 2022, Draghi fait un gouvernement technique. Fratelli d'Italia passe entre les deux de 26% en 2022 à 28,4% des voix en 2024, son record historique, et prend le pouvoir avec Meloni. Voilà ce qu'il arrive lorsque l'on fait des coalitions et des grandes coalitions. Je vous donne un autre exemple aussi proche que nous, l'Allemagne. En 2013, Merkel forme une Große Koalition, comme ils appellent ça en Allemagne, regroupant les sociaux-démocrates et la droite. L'AfD, l'extrême droite allemande, passe de 5% en 2013 à 13% des voix en 2018 et de 0 à 227 sièges au niveau régional. En 2018, elle recommence avec une grande coalition. L'AfD passe cette fois-ci de 13% en 2018 à 16% des voix et de 227 à 282 sièges. Donc nous refusons que l'extrême droite soit la seule alternative de ce pays. Et si nous refusons d'y aller, si nous tenons la promesse que nous avons faite aux électrices et aux électeurs, c'est d'abord pour dire qu'il reste une alternative humaniste dans ce pays, crédible, et qui est celle que nous incarnons aujourd'hui. Alors, ce moment agit comme un révélateur. Plus les macronistes sont minoritaires, plus leur haine de classe apparaît. Et il est assez symptomatique de voir les discussions que nous avons eues dans le budget avec ce qu'on appelle le bloc bourgeois. Par exemple, au moment où nous parlions du budget, je veux juste vous citer ce que M. Labaronne, ça ne s'invente pas, député macroniste, nous a dit à un moment dans l'hémicycle. Alors, M. Labaronne prend la parole et il dit « Je crois pour ma part que vous faites des choix responsables, que vous êtes en train de gagner la bataille idéologique, et je vais vous expliquer pourquoi. » Tous vos amendements contre le capital, contre les entreprises, s'inscrivent clairement dans une stratégie anticapitaliste d'inspiration marxiste. À ce moment-là, le groupe Insoumis est en train d'applaudir à fond. Vous imaginez ce que ça donne. Cette stratégie comprend 3 étapes, nous dit Labaronne. Il s'agit d'abord de s'attaquer aux riches, aux bourgeois pour aller vers une société sans classe. La deuxième étape consiste à s'attaquer à la propriété privée, suivant une démarche confiscatoire pour en venir à une appropriation collective des moyens de production. La dernière étape, c'est de s'attaquer à l'économie de marché avec le tout gratuit, le tout subventionné pour aboutir à une économie administrée entre la société capitaliste que nous défendons, que je défends, dit Labaronne, et la société communiste que vous défendez. Il y a 3 étapes. Nous les refusons car elles conduisent à la dictature du prolétariat. Bon, c'est ce qu'on appelle un craquage macroniste, mais ça vous donne quand même l'idée d'à quel point ils sont obligés d'enlever les masques. C'est comme quand pendant l'abrogation de la réforme des retraites dans notre niche, on nous explique qu'à 65 ans, on n'est pas du tout dans un cercueil ni à l'EHPAD. Bon, bah, ça dépend juste du métier qu'on fait. Et il y a, avec la retraite à 64 ans, 15 000 personnes supplémentaires qui mourront avant de voir ne serait-ce qu'un jour de leur retraite. Voilà de quoi nous parlons. Donc, ils sont sans masque sur cette question. De même, dans le moment, ne croyez pas qu'il n'y a que la presse française qui s'extasie devant tout ce que fait Macron, parce que la presse étrangère étrille ce que fait le président de la République. Je vous lis ce qu'ils disent suite à la censure et à la chute du gouvernement Barnier. Macron, saboteur de la Ve République. Macron, le plus narcissique des présidents français, qui ne voit toujours pas la possibilité de la défaite alors qu'il l'a sous les yeux. Ou encore, dans une autre presse étrangère, la France sait visiblement mieux protéger ses monuments que sa démocratie. Donc ça vous donne une idée d'à quel point Emmanuel Macron est affaibli aussi à l'international, d'autant que ce n'est pas juste qu'il nous fait honte avec ce que la presse décrit de la situation française, il nous fait honte aussi à l'international, notamment lorsque nous avons un président de la République qui insulte le peuple frère haïtien ou qui, par exemple, a la signature du plus grand traité de libre-échange entre l'Union européenne et les États du Mercosur, qui est signé sans que la France ait donné son aval. Et je le dis, ça fera partie des batailles que nous ferons dans les prochains mois.
Nous ne laisserons pas passer un tel déni de démocratie parce que nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'on continue le libre-échange à tout va, qui détruit le seul écosystème compatible avec la vie humaine et qui détruit le modèle agricole français. Donc nous nous battrons jusqu'au bout, puisque le président français s'est juste fait humilier dans cette affaire. Je rappelle que le Mercosur, ils disent que ça a été signé à cause de la censure. En fait, le Mercosur, ça fait 25 ans que c'est négocié, et ça fait depuis 7 ans que Emmanuel Macron aurait pu l'arrêter. Bon, et puis il y a un autre masque que nous avons levé dans la période, c'est celle du Rassemblement national. Alors, ça fait longtemps que Jean-Luc Mélenchon l'avait décrit comme la meilleure assurance vie du système. Eh bien, là, on l'a bien vu, puisque le RN a voté contre la destitution d'Emmanuel Macron, a refusé de voter la première motion de censure contre Barnier, donc en lui laissant 2 mois supplémentaires, et ils se sont même retrouvés à être les seuls à défendre le budget Barnier. Alors, je vais juste terminer en vous disant d'abord que je suis fière que nous ayons démontré qu'une autre politique économique était possible. Je suis fière que nous ayons à chaque instant fait porter une autre voix de la France à l'international, notamment contre le génocide à Gaza. Et c'est notre humanité commune que nous avons défendue à Gaza et nous ne laisserons jamais la Palestine disparaître. C'est notre honneur. Et je veux juste terminer en vous disant que face à tous ceux qui vous disent que tout ce que nous faisons est impossible, rappelez-vous toujours de la force que nous sommes. Lorsque, pendant les élections législatives, 27 sondages donnaient tous sans exception l'extrême droite en tête. Et que non seulement l'extrême droite est arrivée 3e, mais c'est le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête. Et que ce sont ceux qui sont sans cesse humiliés, rabaissés, les populations des quartiers populaires, des outre-mer, les précaires, les militants politiques, les militants associatifs, les militants syndicaux, les humanistes, ce sont eux qui ont sauvé la République face à l'extrême droite. Alors maintenant, nous le disons, nous sommes prêts pour la présidentielle anticipée car Macron va devoir s'en aller. Et je termine juste par les vers de Prévert pour vous donner de l'ardeur à la tâche. Est-ce une vie de vivre comme on vit? Pourquoi faire cette vie d'enfer? Pourquoi se laisser faire? Non, ce n'est pas une vie de vivre comme nous vivons. Et cette vie d'enfer, c'est nous qui la changerons. Bons travaux à vous et merci beaucoup. Force!